Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve ce matin pour un webinaire en forme de table ronde. Le sujet, c'est le Everything as a Service, mais on va essayer de descendre sur un focus particulier sur le data center. Okay. Je vous représente, si besoin était, nos intervenants. Pascal Lecoq, qui est le Worldwide Practice Director de la Data Center Technology Services de HPE. Et Christophe Bougnol, qui est le président de TZ Data Center. Bonjour. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'il y a tout simplement un partenariat actif et on va y revenir tout au long de nos entretiens. Voilà. Et puis pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Philippe Luce et j'aurai la joie, l'honneur et l'avantage d'être le monsieur loyal sur ce début de matinée. Alors, on va lancer tout de suite les débats sur le Everything as a Service. On va faire un focus sur le partenariat entre HPE et TZ Data Center et on va regarder comment s'articule l'offre HPE, en particulier GreenLake, et sa composante Data Center. Mais on va le faire aussi dans un environnement qui est mouvant et où on essaye tous, autant que nous sommes, de coller aux réalités de marché et aux attentes des clients. Aujourd'hui, dans ce contexte, une des tendances structurantes de nos activités, c'est que le data center devient une commodité. Et ce sera un des points sur lesquels on interviendra. On va essayer de visiter et d'interroger les besoins des clients en hébergement, de regarder en vis-à-vis de ces besoins quelle est l'offre et son évolution. Et puis, on interrogera le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est resté des anciens modèles, parce que c'est constitutif d'une activité et des besoins en hébergement, et puis comment ces modèles ont dû s'adapter à des demandes et à des besoins de souplesse un petit peu nouveaux. Voilà. Je vais lancer nos débats en interrogeant Pascal, et Pascal en te demandant de revenir sur cette notion d'Everything as a Service, une notion qui traduit un tournant de l'utilisation de l'IT comme une commodité du système d'information. C'est bien cela, Pascal? Oui, tout à fait. Merci Philippe. Alors, effectivement, ce tournant sur le data center en tant que commodité, et ça va être un petit peu le fil conducteur de cette table ronde, et de voir que maintenant on va considérer le data center non seulement au niveau du data center au sens facilities, mais aussi de toutes ses composantes IT, que ce soit serveur, stockage, réseau, etc. Et donc ceci comme un tout, qui va avoir tendance à proposer maintenant des modèles as a service à nos clients. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on constate, et ce n'est pas uniquement, bien évidemment, une tendance sur le marché français, c'est une tendance au niveau mondial, c'est que, en dépit, je dirais, de toutes les annonces et des mouvements de migration qui s'opèrent, hein, il ne faut pas le nier, ces mouvements existent, donc de l'adoption croissante du cloud public, on se rend compte, et toutes les dernières études aussi le démontrent de par les analystes comme IDC, comme le Gartner, etc., que grosso modo, on va avoir ce qu'on appelle un mix, ce qu'on appelle aussi en anglais, excusez-moi pour ce néologisme, le right mix, entre une partie qui va rester dans le privé et une partie qui va migrer dans le public. On considère que grosso modo quand même environ 70% des environnements d'un système d'information, globalement tout client confondu, tout besoin métier confondu, vont rester soit dans un mode privé, soit dans un mode hybride. Et c'est ce mode hybride qu'il va falloir traiter. Donc ce mode hybride, c'est un mode où on va mixer à la fois les besoins et les composantes du cloud privé et l'agilité, la flexibilité du cloud public. Donc, et en raison notamment de l'enchevêtrement qui est énorme au sein d'un système d'information d'une grande entreprise, de la sensibilité des données, des besoins de sécurité des données, de conformité aux législations aussi, et bien entendu des coûts, on va avoir un curseur qui va se déplacer plus ou moins selon les entreprises et les besoins métiers entre le privé et le public. Néanmoins, on estime que 70% vont rester dans le privé ou dans un mode hybride, donc uniquement 30%, je dirais, dans un mode de cloud public. Et au-delà de ça, même si on pousse un petit peu plus loin les recherches, il y a un dernier rapport publié en 2020, en août 2020, par un organisme qui est vraiment spécialisé dans le domaine et qui s'appelle, alors excusez-moi, c'est un organisme américain qui s'appelle 451 Research, donc on va le faire en français, 451 Research.
Donc cet organisme, en fait, a fait une étude sur alors ce qu'on appelle en français une tendance qu'on appelle la démigration, c'est-à-dire les entreprises qui étaient parties dans le cloud public et qui opèrent un retour en arrière vers le cloud privé. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, peut-être la fiancée était trop belle, ou la voiture volée était un petit peu trop maquillée, ces retours s'opèrent pour différentes raisons. Et ces raisons sont assez intéressantes à analyser. En particulier, on se rend compte que pour la majorité des cas, 50%, ça concerne des problématiques de sécurité et de souveraineté des données. D'accord ? C'est-à-dire qu'une entreprise sur deux qui sort du cloud public après avoir opéré une migration le fait pour des questions de sécurité. D'accord ? Les autres causes, je dirais, ou cas de retour vers le privé ou vers l'hybride, c'est la souveraineté, la sécurité des données, ça représente la moitié, et les coûts et leur prédictibilité qui représentent 80%. Donc 80% estiment que, au final, le cloud public, peut-être que c'est pas si peu cher que ça, et surtout, la prédictibilité des coûts n'est pas avérée au final. Okay. Et tout ceci, en fait, tout confondu, excuse-moi, tout ceci, tout confondu, représente 27% des clients qui étaient partis dans le cloud public et qui opèrent un retour vers le privé. D'accord. Je voudrais juste entendre Christophe Bougnol et la partie data center sur les mêmes sujets, à vrai dire. Hein. On a là un facteur de mouvement qui est la sécurité et la prédictabilité des coûts. On reviendra sur souveraineté parce que c'est un gros morceau et on aura l'occasion de se poser sur cette thématique. Mais Christophe, on voit que ce critère de sécurité est une cause majeure pour revenir à la colocation après le passage par du cloud public. En quoi TZ Data Center va spécifiquement adresser ce besoin de sécurité ? Comme vient de le dire Pascal, effectivement, un quart des gens qui étaient dans le cloud public reviennent pour des raisons de sécurité. Alors, en fait, pour nous, la sécurité, c'est tout d'abord la sécurité des données et la localisation dans un data center qui est basé en France. Donc, on reviendra sur la souveraineté de la donnée un petit peu plus tard. Mais ce data center est un véritable bunker, donc c'est un aspect physique et sécurisant pour l'ensemble des clients. De notre côté, nous avons mis en place 7 niveaux de sécurité entre la périmétrie du site jusqu'au cœur des environnements IT des clients, au travers de SaaS personnels et des matériels qui disposent des diverses dernières technologies en termes de biométrie et de vidéosurveillance, et notamment des matériels qui ont été validés par l'ANSSI. Nous avons une gestion des identités et des autorisations avec une traçabilité totale et totalement visible pour les clients. Bien évidemment, plusieurs enveloppes se succèdent au sein du data center avec à chaque passage d'environnement de nouveaux contrôles de sécurité physique et logique qui se renforcent au fur et à mesure. Et nous avons mis en place une authentification forte, dite à triple facteur, avec de la biométrie pour l'ensemble des zones sensibles. Donc ça, c'est le point sur la partie sécurité. Maintenant, la prédictibilité des coûts, c'est vraiment un point clé du cloud public où effectivement les gens découvrent au fur et à mesure qu'ils sont obligés de rajouter un certain nombre d'options et que ça augmente la facture. Lors d'un contrat d'hébergement ou GreenLake as a Service, le client, en fait, il connaît parfaitement son coût global avec l'ensemble des composantes et il va également connaître l'évolution éventuelle de ce coût global en fonction de son environnement IT, que ce soit les coûts de mise en place ou l'ensemble des coûts récurrents. Il dispose comme cela d'une transparence et d'une visibilité totale de ces services et des infrastructures sans aucun surcoût. Ok. Donc, sécurité physique et logicielle d'un côté, et puis vision très claire et prédictabilité des coûts de l'autre. Merci, Christophe. Je repasse la parole à Pascal. Si tu veux bien nous conclure, entre guillemets, sur cette vision de l'IT comme une commodité, pour qu'ensuite on puisse descendre sur la part d'hébergement dans l'intégration de finalement de cette mutation. Donc, oui, alors, l'IT commodity.
Exactement. Donc, pourquoi on parle de commodité? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que au sein du système d'information d'une entreprise, il faut faire un distinguo qui est assez important, je dirais, entre les applications, quelque part, qui supportent les use cases, ce qu'on appelle les cas d'usage ou les besoins métiers, et qui vont faire vraiment la valeur de l'entreprise et l'aider à se démarquer sur le marché, à mettre plus rapidement potentiellement ses services et ses produits sur le marché, et finalement à être compétitive et à survivre. Donc ça, c'est une chose. Et d'un autre côté, le moteur qui va faire tourner ça. Donc le moteur, c'est quoi? C'est l'IT, donc c'est les serveurs, c'est le stockage, c'est le réseau, et c'est le data center dans lequel vont être opérés ces environnements. Donc, on constate maintenant en fait une tendance qui est inéluctable de migration d'un modèle de possession de l'IT et du data center, ce qu'on appelle, on va dire, en mode CAPEX, vers un mode as a service de paiement à l'usage, de bout en bout, qui est inspiré du cloud public, parce que finalement le cloud public a insinué ça, je dirais, dans les esprits, dans le portefeuille et dans la stratégie, qui est de dire que finalement, c'est peut-être bien de consommer globalement l'IT, donc l'IT, mais aussi les facilities, comme si c'était l'eau que l'on ouvre, enfin que l'on obtient en ouvrant un robinet. Donc la quadrature du cercle, quelque part, au niveau des stratégies des service providers, globalement, d'IT et de data center, ça va être quoi? Ça va être dans un environnement privé ou hybride, hein, donc là je me détache du cloud public. Comment associer un environnement IT qui est dédié et qui va garantir performance, qui va garantir niveau de service, qui va garantir sécurité, donc un environnement dédié avec, je dirais, le sex appeal du cloud public et donc un paiement à l'usage. Donc c'est en ça que l'IT et les facilities doivent devenir une commodité dans ces nouveaux montages. Okay. On comprend à t'entendre que du coup, l'hébergeur, le data center, doit s'aligner sur ces nouveaux modèles hybrides avec, entre guillemets, le meilleur des deux mondes. Ça devient même un acteur majeur de ce changement de paradigme. Est-ce que tu veux bien, en quelques minutes, je garde un œil sur le temps, nous faire un état des besoins récurrents des clients que HPE peut rencontrer, s'il te plaît? Oui, alors en fait, nous on le constate bien évidemment de par les cahiers des charges qu'on peut recevoir de nos clients et l'évolution quelque part des tendances au sein de ces cahiers des charges, l'évolution des modes de consommation de l'IT qui nous sont demandés et qui ne sont plus uniquement en mode de propriété, mais en mode as a service, de paiement à l'usage. Donc l'évolution de ces usages et des modes de consommation de l'IT, en fait, pousse tous les secteurs d'activité, hein, je veux dire, c'est tout secteur confondu, à être opérés au moins en partie chez des hébergeurs. Hein. Donc on parlait effectivement de IT plus facilities comme une commodité. Donc ceci passe effectivement par le tissu des hébergeurs. Et en fait, tous les analystes spécialisés également le montrent par les études qu'ils ont faites et une estimation globale déjà qui montre qu'en l'espace de 2 ans, on a environ on est passé de 30 à 40% des entreprises qui opèrent une stratégie d'externalisation de leur data center. C'est-à-dire que s'ils veulent rester compétitifs sur le marché, avec des use cases qui sont de plus en plus fréquents, je dirais, en rafraîchissement, en nouveaux cas d'usage qui sortent, on parle de la 5G, de l'IoT, etc., finalement, les entreprises ont besoin d'avoir un data center, et pas uniquement un IT, qui soit aussi agile et flexible pour répondre à ces besoins-là. Et donc une croissance de l'hébergement parce que ces entreprises-là ne veulent plus investir dans leur propre data center. Ça n'est pas leur métier que de construire un data center et d'opérer un data center. Leur métier, pour une banque, c'est faire de la banque. Pour une assurance, c'est d'assurer. Pour une industrie automobile, c'est de concevoir et de fabriquer des automobiles. Ça n'est pas de construire et d'exploiter un data center. Il y a des spécialistes pour ça, et donc l'IT et le data center doivent être une commodité permettant d'aider, je dirais, le business à opérer son changement et sa transformation. Alors, il y a même quelque chose qui est assez fabuleux dans ce domaine-là, c'est que même les GAFA
les Google, Amazon, Facebook, etc., elles ont leur propre stratégie d'externalisation chez les data centers. Nous, on le voit au niveau international, les GAFA, notamment pour, je dirais, les data centers qui servent de la valeur, pas les front-end, je dirais un Google qui est un data center front-end sur lequel vous vous connectez pour Google pour faire une recherche, mais pour les entreprises qui sont quelque part en cloud public chez Google, ces GAFA ont eux-mêmes leur propre stratégie d'externalisation et ne construisent plus leur propre data center. Ils sont hébergés chez des hébergeurs. En Asie, on est en train de terminer un data center pour un grand opérateur qui s'appelle Keppel. Ce data center, qui est à Jakarta, en Indonésie, 40 MW IT phase 1, sera entièrement loué par Alibaba. Voilà, Alibaba ne veut plus construire ses propres data centers. Et ça arrive en France. Hein. J'entends. Voilà. Mais au-delà de ces acteurs GAFAM, il y a aussi, et je vais peut-être passer la parole sur ce point précis, une sensibilité nationale pour certains métiers un peu spécifiques à la notion de souveraineté. Christophe, est-ce que tu peux nous dire comment on peut adresser ce sujet souveraineté quand on est opérateur de data center et quelle certification ou quelle preuve on peut en donner de cette attention à cette clé de souveraineté? Oui, alors en fait, garantir la souveraineté va de pair avec un très haut niveau de sécurité et de disponibilité qui est garanti par conception, par construction et également par le respect et la certification des plus hautes habilitations comme l'ANSI, bien le Code of Conduct de l'Union européenne et bien évidemment l'Uptime Institute pour la partie disponibilité. L'un des enjeux principaux en fait pour les clients, c'est la garantie de souveraineté de leurs propres données. En effet, les clients ne confient pas simplement leurs infrastructures IT en termes d'hébergement, mais également l'ensemble des données qui sont utilisées et stockées sur ces équipements, qui sont primordiales, voire stratégiques. TZ Data Center, nous sommes une société à capitaux 100% français, dont les actionnaires sont les deux fondateurs, ainsi que Groupe IDEC, qui est un opérateur immobilier global, à la fois aménageur, constructeur, et la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui est un institutionnel public. De ce fait, notre société de droit français est régie par les lois et les normes françaises, et donc nous ne sommes pas contraints, comme la majorité des acteurs anglo-saxons, à nous soumettre à des lois comme Cloud Act et donc à devoir transmettre les données informatiques des clients. Les data centers, en plus, appliquent l'ensemble des règles et recommandations de l'ANSI, qui est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Et nous sommes donc parfaitement alignés avec les éventuelles obligations de souveraineté nationale. C'est pour nous un des points clés de la sécurité pour nos clients. D'accord. Donc Pascal nous disait que finalement, le recours à la colocation, c'est un mouvement, j'allais dire, d'externalisation comme un autre, chacun se concentrant sur son cœur de métier. Un assureur doit assurer. Et comme on sait qu'opérer un data center, c'est complexe, bah finalement, cette gestion de la complexité, elle est remise à un acteur dont c'est le métier, du type TZ Data Center. Et TZ nous dit, à travers Christophe, qu'on adresse aussi des notions de souveraineté au-delà de la sécurité physique et de la sécurité logicielle. On permet à des acteurs qui ont besoin de s'assurer de la localisation de leurs données, de leur conservation, de leur intégrité, d'adresser cette dimension de souveraineté. Pascal, est-ce qu'il y a d'autres besoins exprimés au-delà donc d'externalisation, sécurité, souveraineté, s'il te plaît? Alors oui, effectivement. Alors c'est ce qu'on constate dans les cahiers des charges et c'est un mouvement, je dirais, qui est même inéluctable. Pourquoi? Parce qu'on pense à de l'IT as a service globalement, c'est-à-dire IT plus facilities. Dans les facilities, on sait qu'il y a des coûts qui sont inhérents, bien évidemment, je dirais, à l'hébergement pur, mais aussi qui sont inhérents à tout ce qui est opération, exploitation de l'IT. Et là-dedans, il y a la consommation d'électricité. Donc ça, c'est un pan qui est primordial, notamment dans la partie coût et donc dans la partie facturation de l'unité d'œuvre, quel que soit le use case à l'usage.
Donc, on a effectivement de plus en plus, nous, des cahiers des charges qui nous arrivent où, globalement, le client va comparer pas le prix d'un serveur HPE par rapport à un serveur concurrent ou d'un stockage ou d'un réseau, mais le coût global, alors je dirais pas de propriété, puisque là, il ne s'agit pas de propriété, mais le coût global du contrat sur 5 ans ou sur 7 ans, et ceci incluant l'intégralité des coûts, donc y compris la facture d'électricité. Donc on doit disposer, nous, de partenaires hébergeurs qui sont aptes à avoir une performance énergétique, je dirais un PUE globalement, qui soit très faible, de manière à offrir dans la composante de l'unité d'œuvre globale IT et Facilities un coût énergétique, on sait que ça représente grosso modo 30% de la facture, donc un coût énergétique très bas. Et qui plus est, ce coût énergétique très bas va de pair avec une empreinte carbone aussi très basse, ce qui est aussi une des composantes le plus souvent maintenant des cahiers des charges, avec un aspect qualitatif, je dirais, de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise qui est prise en compte. Donc ça, c'est un point très important. Mais alors, au-delà de ça aussi, et je dirais en parallèle, le data center doit être capable d'héberger des environnements modernes et avec une flexibilité, une agilité qu'un data center, je dirais, propriétaire ne pourra pas avoir. Pourquoi? Parce qu'on est sur des enjeux liés à la partie facilities, des enjeux qui vont être de pouvoir s'adapter au rafraîchissement des environnements qui sont de plus en plus fréquents au niveau de l'IT, et notamment des besoins, par exemple, de cloud privé, des besoins de calcul intensif, de ce qu'on appelle de HPC, des besoins en intelligence artificielle, en data analytics. Donc tout ceci, en fait, avec des besoins à la fois d'environnement legacy, mais aussi d'environnement à haute densité. Et il ne faut pas croire que c'est réservé, je dirais, à quelques happy few, de mettre en place maintenant des systèmes d'intelligence artificielle ou de HPC. C'est dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine bancaire, dans le domaine industriel, pour la R&D qui va permettre à l'entreprise d'être compétitive, etc., etc. Donc on retrouve ça dans tous les domaines, ces besoins maintenant qui sont de plus en plus prégnants, d'avoir des environnements extrêmement hétérogènes et qui doivent être mis en place avec une agilité, une flexibilité que des data centers existants, propriétaires, je dirais, n'auront pas. Venons-y, donc, parce qu'on a compris que la tendance lourde, c'est le as a service, y compris le data center qui devient une commodité. On a fait un panorama des besoins et on voit les mutations et on voit l'expression et le retour que tu nous en donnes. En face de tout cela, quelles sont les offres et comment finalement, y compris dans le contractuel, comment on répond à ces nouveaux usages métiers et comment on les adresse? D'accord. Alors, en fait, effectivement, les clients, quelque part, les entreprises ont besoin maintenant d'offres qui leur permettent de disposer, alors je dirais, quel que soit l'environnement de leur choix. Donc l'environnement de leur choix, maintenant, on va faire un distinguo entre deux parties, je pense que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle le edge to cloud. C'est-à-dire qu'on va avoir des environnements proches des usages, proches des utilisateurs, qu'on appelle les environnements edge, et les environnements de data center centralisés qu'on va appeler les environnements cloud. Donc quand je dis cloud, ça ne veut pas dire forcément cloud public. Une fois de plus, je pense que tout le monde aura retenu, c'est aussi le cloud privé, bien évidemment. Et donc tout ceci dans des modèles économiques qui vont être simplifiés, de paiement à l'usage, et qui vont inclure de bout en bout toutes les composantes de l'IT, mais aussi du data center. Je vais prendre un exemple typique. Quelqu'un veut héberger son système de HPC, quel que soit, je ne sais pas, un grid par exemple de trading bancaire, ou un système de R&D et de calcul, je dirais de crash test automobile, ou de modélisation aérolique pour le développement d'un avion, ou ce genre de choses-là. Bon. De quoi il a besoin, le client? D'avoir une unité d'œuvre. Cette unité d'œuvre, ça peut être par exemple le cœur de calcul pour du HPC. Ça peut être le gigaoctet pour un système de big data, de data analytique, donc de gigaoctets de données stockées. Qu'est-ce que demande le client? Le client, il demande d'avoir une unité d'œuvre, un cœur de calcul, dont le coût va être estimé en euros et par mois. Et ceci va intégrer tout. Ça va intégrer le compute, donc les serveurs, ça va intégrer le stockage, ça va intégrer le réseau, ça va intégrer le support et la maintenance de tout ça, ça va intégrer une gouvernance de bout en bout
avec une garantie de niveau de service incluant l'IT et les facilities. Et ça va intégrer, bien évidemment, quand on dit facilities, l'hébergement de ce cœur de calcul, y compris la partie consommation d'électricité et exploitation. Donc chez nous, c'est ce qu'on appelle les offres de solutions GreenLake, qui viennent intégrer dans leur composante hébergeur, en fait, donc ce qu'on appelle la composante GreenLake Colo, un paiement à l'usage, à l'unité d'œuvre, qui est prédictif, puisque son coût sera fixé au départ contractuellement sur la durée, je dirais, du temps du contrat, et dans un mode de cloud privé on-prem avec un paiement à l'usage. Donc en fait, dans cette association, je dirais, du meilleur des deux mondes, à la fois IT et data center, le client va pouvoir disposer d'un système d'information as a service avec tous les avantages clés qu'une entreprise peut exprimer pour pouvoir se recentrer sur son besoin métier finalement. Nous, notre objectif, c'est d'aider le client à faire son métier, d'accord, et pas à perdre du temps sur l'IT ou les data centers, donc quels que soient les use cases. Donc ça va lui permettre à la fois une diminution de son time to market, en anglais, pour accroître la compétitivité, la mise sur le marché de nouvelles applications, de nouveaux business, de nouveaux services, de nouveaux produits. Donc là-dedans, il faut penser par exemple à la révolution de l'IT qu'on connaît à l'heure actuelle avec tous les segments porteurs, que ce soit, alors on parlait du Edge to Cloud, dans le Edge, il y a l'IoT. Il y a aussi l'IoT industriel. L'IoT industriel représente même un marché plus important que l'IoT, je dirais, grand public. Donc l'avènement de la 5G, avec toutes les applications connexes qu'on peut voir avec la 5G, notamment le véhicule autonome, toutes les applications d'intelligence artificielle, de recherche médicale. Et en ce moment, Dieu sait combien c'est prégnant. Mais ça a trait aussi au cycle de vie des applications, quand on parle de ce time to market. Donc, non seulement des nouveaux cas d'usage qu'on ne connaissait pas il y a 2-3 ans, mais le cycle de vie de ces cas d'usage qui sont de plus en plus raccourcis. Il y a quelques années, quand une entreprise lançait un produit, un service, ce produit, ce service était valable pour 3 ans, 5 ans, voire plus. À l'heure actuelle, on est sur des cycles de vie qui peuvent atteindre quelques mois, en particulier sur des applications web ou des applications sur smartphone, qui ont des cycles de vie de plus en plus courts. Donc, il faut que l'IT et les facilities montrent cette agilité, donc que le data center soit aussi une composante de l'agilité et de la flexibilité de l'entreprise. Alors, on parlait aussi dans ces modes as a service de prédictibilité des coûts. On en a parlé aussi bien Christophe que moi. C'est un aspect extrêmement important puisque dans le contrat, en fait, le client doit savoir dès le départ quel va être le prix de son cœur de calcul dans 3 ans, dans 5 ans. D'accord ? Chose que ne peut pas apporter le cloud public. Évidemment, la libération des CAPEX du DSI à 100% sur la partie IT et Facilities, et donc la bascule vers un mode OPEX. Que permet ce mode embarqué, je dirais, de paiement à l'usage et de as a service? On peut libérer des CAPEX aussi la partie Facilities de par l'hébergement. Et donc la flexibilité totale de cet hébergement, puisque le client n'a pas à se soucier ni de l'évolution de son data center, ni de sa capacité, ni de sa disponibilité, il a juste à demander fameux écoute Coco, tu vas rire, mais dans 3 mois, j'ai besoin de 150 nouveaux serveurs, de 300 kilowatts, etc. Bon, là, quelque part, c'est à nous et c'est au data center de faire le job et de faire en sorte d'être toujours non pas un frein au métier, mais plutôt un facilitateur au métier. Donc ça, dans cette stratégie Everything as a Service par notre offre GreenLake, en fait, on adresse tous les besoins de nos clients et dans tous les, je dirais, les use cases et les verticals. Donc que ce soit le HPC as a Service, donc on en a parlé tout à l'heure pour du calcul scientifique, mais aussi, je dirais, de l'intelligence artificielle, du data analytics, dans tous les domaines, industriels, télécom et autres. Mais par exemple, dans ce que je vais appeler des legacy, comme du SAP, donc on a une offre SAP HANA as a Service, une offre de backup as a Service, pour décentraliser les backups des applications critiques des entreprises, une offre de data analytics as a Service, etc. etc. Ok. Christophe,
comment s'articule votre offre dans l'offre de HPE et qu'est-ce que TZ Data Center va apporter à ce dispositif? Alors en fait, nous, TZ Data Center, on va fournir à HPE, comme l'a dit Pascal, la couche Facilities, c'est-à-dire les infrastructures qui vont permettre de faire fonctionner la solution globale. En d'autres termes, TZ Data Center, nous sommes l'usine qui va permettre de faire fonctionner la solution. Et cette usine, justement, est cruciale puisque c'est là-dessus que repose le fonctionnement global et nous garantissons la disponibilité de notre offre grâce à un niveau de tiering qui est un niveau Tier 4 certifié par l'Uptime Institute. Et globalement, on peut garantir de notre côté un fonctionnement à 100% de cette usine. Nous proposons également une agilité, une flexibilité de notre offre pour permettre, dans le cadre des offres HPE, de garantir un espace suffisant pour l'évolution de la partie IT des clients. Et bien évidemment, une des composantes qui est l'énergie, elle est facturée à la valeur réelle, c'est-à-dire à la consommation. Et comme l'a dit Pascal, et on reviendra un petit peu plus dessus tout à l'heure, nous avons une efficacité énergétique qui est optimum, ce qui garantit un coût de l'énergie très faible pour les clients. Et tout ça, ça se retrouve dans la valeur de l'unité d'œuvre du contrat HPE. D'accord, on apporte la couche data center proprement dite dans toutes ses composantes métiers spécifiques. Okay. Pascal, en quoi une offre comme la vôtre, celle de GreenLake, est une offre qui répond aux besoins de souplesse et de performance que le cloud hybride peut apporter à des entreprises? Alors justement, c'est donc dans cette stratégie de nos entreprises qu'on a qualifiée nous de Everything as a Service, notre offre GreenLake, c'est un véritable vecteur de valeur ajoutée pour le client. Donc les clients qui va déployer une stratégie de cloud privé ou de cloud hybride. Donc pourquoi? Parce qu'on va permettre un mix intelligent, donc avec le bon curseur, je dirais, qui se positionnera au bon endroit en fonction des cas d'usage de nos clients, entre le cloud privé et le cloud public. Donc effectivement, selon ces cas d'usage et ces besoins métiers, c'est right mix, ce qu'on appelait, donc c'est cette répartition en fait intelligente entre le privé et le public vont répondre véritablement à des besoins métiers. Donc par exemple, si on parle d'un besoin HPC, on a besoin de performance, on a besoin de sécurité, on a besoin de niveau de service, et tout ceci, on va le trouver dans le cloud privé. D'accord? Okay. Par contre, on a... Oui. Oui, je t'en prie, mais je voulais interroger aussi Christophe sur ce point, oui. Mais je t'en prie, tu peux terminer. Donc cette partie-là du curseur est adressée par le cloud privé. Par contre, le débordement, le burst et toutes les entreprises qui déploient du HPC ont besoin d'environnement de ce qu'on appelle de burst pour répondre à des besoins ponctuels de calcul sur un projet spécifique ou bien, je ne sais pas moi, sur un calcul spécifique qui se fait de manière régulière toutes les semaines, tous les mois pour faire certaines actions. Donc tout ceci va se retrouver par contre dans le cloud public. Donc on aura les deux. Ok, juste une incise pour rendre la parole brièvement à Christophe. Le HPC, c'est pour High Power Computing. On sait que c'est l'accueil, l'installation, l'hébergement d'équipements qui vont être assez énergivores et appelés des puissances qui ne sont pas des puissances triviales. Christophe, est-ce que tu as quelques éléments à nous communiquer pour TZ Data Center sur ce sujet précis? En quoi vous êtes prêt, entre guillemets, à être HPC ready, si on me pardonne l'expression un peu triviale? Alors en fait, notre data center a été conçu dès l'origine pour permettre d'accueillir des baies de haute densité. Donc, grâce à la modularité de conception, on est en mesure d'accueillir des baies informatiques qui vont jusqu'à 30 kW et elles peuvent être positionnées de façon contiguë. Ça permet donc d'héberger tout type d'informatique haute densité, comme tu viens de l'indiquer, comme les systèmes cloud privés, le calcul scientifique, HPC ou la partie simulation qui est de plus en plus importante maintenant. Cette haute densité associée à notre capacité de paiement à l'usage avec HPE permet d'avoir en fait une offre unique sur le marché.
D'accord, merci. Je reviens vers Pascal. C'était un focus sur le HPC parce que héberger du HPC, c'est pas trivial et la dimension data center là est très forte. Mais si tu veux bien reprendre le fil de ton propos, Pascal, avec les autres offres concernées, Oui, en tout à fait. une offre as a service s'adapte à ces nouveaux modèles. Oui. Alors c'est vrai qu'on a parlé de HPC, on fait un focus sur le HPC parce que c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant maintenant et tout domaine IT confondu, c'est quand même le secteur de marché qui a la plus forte croissance au sein de l'IT. On est sur des croissances de l'ordre de 30% par an. Tout le monde veut son HPC, si je veux dire. Mais par contre, effectivement, tous les autres secteurs bancaires, quand on parle de right mix et de répartition entre cloud privé et cloud public, donc vraiment cette offre hybride et sa valeur pour les clients, si on parle par exemple pour du bancaire, on va pouvoir se retrouver avec des besoins par exemple de front office, donc pour les applications clients qui vont se retrouver dans le cloud public. Par contre, tout le back-office et la valeur métier de l'entreprise qui sera conservé potentiellement dans le cloud privé. Alors hébergé, bien évidemment, mais dans le cloud privé. Pour l'industrie, le cœur du manufacturing va rester dans le cloud privé, surtout quand on commence à parler d'IoT industriel et des applications liées à l'intelligence industrielle et à l'industrie 4.0, on va être dans le cloud privé. Par contre, toute la partie CRM, marketing, je dirais front office quelque part de l'industrie, pas tel qu'un constructeur automobile, sera dans le cloud public. Donc on voit bien qu'en fait, dans tous les cas d'usage, on va se retrouver avec cette composante entre cloud privé et cloud public que représentent ces offres justement hybrides, de cloud hybride. Donc ça adresse toutes les organisations de l'entreprise, bien évidemment. Tout le monde est partie prenante. Avant, on s'adressait essentiellement, je dirais, au DSI, au sens IT, et éventuellement aux services généraux pour le data center. Mais maintenant, on s'adresse au business pour pouvoir travailler avec eux sur leur stratégie d'agilité, de flexibilité, où va se positionner ce curseur. On s'adresse aux finances, puisqu'on fait en fait des montages financiers dans ces modes de paiement à l'usage. On va s'adresser aussi aux responsables applicatifs. On va s'adresser aussi au légal pour tout ce qui est contrainte de sécurité, de souveraineté des données et d'engagement qu'on va pouvoir apporter aux clients pour les rassurer dans ces domaines-là. Donc tous ces domaines-là, en fait, doivent être traités et non plus uniquement, je dirais, l'IT au sens infrastructure et le data center au sens facilities. Tous ces domaines-là de l'entreprise sont adressés par ces offres. D'accord. Je garde un œil sur la montre et j'en préviens tous les gens qui nous font le privilège de nous écouter. On s'achemine vers notre conclusion et je vais vous inviter à éventuellement préparer vos interventions, vos questions, quitte à les rédiger d'ailleurs dans le chat. On a encore quelques poignées de minutes parce que je voudrais vous entendre tous les deux et d'abord toi, Pascal, sur finalement la valeur ajoutée livrée aux clients par le partenariat qui est HPE TZ Data Center. En fait, je dirais le partenariat qui a été signé en France avec TZ Data Center est quelque chose qui est arrivé de lui-même. Je dirais toutes les composantes que Christophe a pu citer rentrent dans notre stratégie Everything as a Service et dans notre offre GreenLake. C'est-à-dire avoir un partenaire hébergeur qui soit capable d'intégrer le modèle contractuel as a service qui allie IT et facilité en tant que paiement à l'usage. Donc ça, c'était un point important. Une infrastructure de data center qui est capable d'héberger des environnements modernes. On a parlé d'intelligence artificielle, de data analytics, de cloud privé, d'environnement hyperconvergé, etc. Mais aussi et surtout un data center qui est à la fois bulletproof, je dirais tier 4, c'est le premier et le seul à l'heure actuelle data center d'hébergement en France à être certifié tier 4, ce qui nous permet, nous, de nous engager sur 100% de disponibilité vis-à-vis de nos clients et donc bien évidemment aussi la performance énergétique qui était un point essentiel pour diminuer le coût global du contrat. Je voudrais entendre Christophe sur ce tier 4 parce que comme tu le soulignes, c'est vraiment une première et ce niveau de certification on le connaissait pour des acteurs privés, pour dire les choses. On ne l'avait pas vu pour des acteurs de colocation. Est-ce que, Christophe, tu peux revenir sur ce point spécifique, la certification Tier 4? Et j'allais dire classiquement, oui. Pourquoi, comment, hein, entre guillemets, quoi. En fait, nous avons fait dès le départ le choix d'une conception qui permet d'avoir une disponibilité maximum des infrastructures
avec plusieurs sources d'alimentation électrique et de refroidissement, mais également un certain nombre d'automatismes qui permettent de garantir, quoi qu'il arrive, ce niveau. Donc en fait, c'est un niveau qui est classifié Tier 4, qui est dit à tolérance de panne, c'est-à-dire que l'ensemble des pannes peuvent être isolées et la résolution est entièrement automatisée. Et ceci également une certification, c'est-à-dire que beaucoup de data centers s'autoproclament d'un certain niveau. Néanmoins, nous l'avons fait certifier aussi bien pour la partie conception, que l'on appelle design, et nous aurons également la certification construction, facility, lorsque nous serons opérationnels, c'est-à-dire courant du deuxième trimestre 2021. Donc, cette certification et ce niveau de disponibilité, c'est un véritable gage de sécurité du bon fonctionnement des infrastructures IT pour les clients, et donc un atout pour TZ Data Center, mais également pour HPE, qui peut s'appuyer sur une continuité et une qualité de service à 100% pour le fonctionnement des équipements clients et de la solution globale. D'accord. Pascal a parlé du Tier 4 et tu viens de développer, Christophe, merci. Il a aussi parlé de la composante facture et d'un de ses éléments clés qui est la performance énergétique. Est-ce que tu veux bien reprendre la parole 20 secondes et nous dire en quoi et comment TZ Data Center réussit la quadrature du cercle et réussit à être économe de l'énergie qu'il consomme? Alors effectivement, comme tu l'indiques, être très fortement disponible et en même temps très économe, c'était un certain challenge. Et en fait, nous avons réussi à arriver là-dessus grâce à un niveau d'efficacité énergétique qui va être nettement supérieur au data center en Ile-de-France, puisque nous aurons un PUE de 1,2 grâce à des technologies dites de free cooling indirect et autres, mais on ne va pas rentrer dans le sujet. Néanmoins, aujourd'hui, il fait relativement froid et notre data center permettrait de faire le refroidissement grâce à l'air extérieur. Donc, nous avons une solution particulièrement attractive puisque nous aurons une consommation d'énergie qui sera environ 30% inférieure à celle des meilleurs data centers actuels en Ile-de-France. Qui dit consommation inférieure de 30% dit facturation énergétique inférieure de 30% pour les clients. Puisque effectivement, ce sont les clients qui vont payer l'énergie au final. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour nous, ça se traduit, comme l'a dit aussi Pascal, par une réduction de l'empreinte carbone, et ça fait partie de plus en plus des cahiers des charges, tout au moins des demandes importantes des directions générales pour allier et aller dans le sens de leur réduction globale. Ouais, donc performance énergétique, c'est performance économique plus empreinte carbone allégée. On voit l'équation telle qu'elle se joue actuellement. Rapidement, Pascal, s'il te plaît, et je dis rapidement pour laisser de la place aux questions, j'en vois arriver sur le chat, un point de conclusion, et je ferai moi-même un petit wrap-up, et puis on cédera la parole à nos auditeurs pour faire droit à leurs questions. En conclusion, s'il te plaît, Pascal. Bon, une conclusion rapide, effectivement, c'est qu'on a une évolution des usages de l'informatique au sens large, des systèmes d'information de nos clients, que l'on voit partout en France, aussi bien à l'étranger, vers ces solutions as a service, avec du paiement à l'usage, où quelque part on va nous demander la performance, la sécurité, les engagements de niveau de service, la souveraineté des données, je dirais qu'on peut avoir dans le cloud public, dans le cloud privé, excusez-moi, bien évidemment, avec tout ce qui fait l'attrait du cloud public en mode de paiement à l'usage. Donc cette quadrature du cercle, en fait, consiste à offrir à nos clients des offres, des modes de contractualisation qui incluent le meilleur de ces deux mondes. Le partenariat qu'on a monté avec TZ en France rentre tout à fait dans cette ligne de stratégie HPE. D'accord. Parfait. Déjà, merci à vous deux, merci Pascal, merci Christophe.
Je reviens sur les points d'articulation, mais en 8 secondes. Hein. La tendance lourde, c'est l'IT qui devient dans son ensemble une commodité. Sa composante data center doit s'inscrire et doit accompagner cette tendance. On a vu comment. Les besoins fondamentaux restent présents. Un data center se doit d'être disponible, de maîtriser ses coûts, d'offrir un degré de sécurité important. Mais il y a aussi de nouveaux besoins qui sont ceux finalement de la souplesse, de l'agilité contractuelle, d'un paiement à l'usage, d'une attention plus scrupuleuse que par le passé à la question de la souveraineté. Et donc, il faut articuler tout cela et ça devient effectivement des modèles hybrides. Le modèle as a service d'une offre comme celle de GreenLake essaye de répondre à l'ensemble de ces attentes. Et ça permet des choses assez nouvelles, des mises en marché rapides, des gestions de cycles de vie applicatifs plus rapides, des maîtrises des coûts. J'ai noté du passage au 100% OPEX, c'est aussi une tendance lourde, de la flexibilité, de l'évolutivité maximale. Et donc, si je prends la substantifique moelle de ta conclusion, Pascal, un partenariat comme celui d'HPE avec TZ Data Center, c'est win-win, on l'espère pour vos deux structures, mais c'est surtout de la valeur ajoutée livrée aux clients utilisateurs. Exactement. Ok, merci. Je vais passer aux questions. Il y en avait une toute première qui était le fait, je crois, de Yves Grandmontagne et qui se posait la question de qui opérait l'IT à l'intérieur de cet emboîtement de services. Il se demandait est-ce que ce sont des gens de TZ, est-ce que ce sont des gens de HPE. Peut-être Pascal, tu peux répondre sur ce premier point précis. Alors, il faut d'abord faire le distinguo entre les différentes composantes des opérations. C'est-à-dire que nous, notre vocation par rapport à nos clients, ça n'est pas de fournir ce qu'on appelle un service managé. D'accord ? Donc, par contre, on fournit l'IT, on installe l'IT, effectivement, et derrière, tout ce qui va être, par exemple, geste de proximité va être assuré par TZ, d'accord, comme un hébergeur peut assurer des gestes de proximité. Par contre, toute la partie, donc on va dire niveau 1 quelque part, toute la partie néanmoins supervision de l'IT, au sens remontée d'alarme, event and alarm monitoring, etc., va se faire par HPE depuis nos centres de contrôle avec une offre qui est dans l'offre GreenLake qui s'appelle GMS, GreenLake Management Services, et qui permet de monitorer l'ensemble de l'environnement. Et tout le support et la maintenance sera assuré par HPE. Ok. Une autre question sur le HPC, je cite, elle est dans le chat. Lorsque vous évoquez 30% de croissance des besoins HPC, s'agit-il de nouveaux besoins internes ou de besoins liés à l'externalisation? Ou est-ce que peut-être ce sont les deux? C'est les deux. C'est les deux, c'est-à-dire on voit aussi bien au niveau de notre base installée des déploiements, j'irais phase 2, phase 3 de systèmes HPC qui étaient existants, avec des refresh technologiques. Hein, j'irais les consommateurs de HPC sont très appétents, on va dire, au niveau de passer de la version N à la version N+1 de processeurs qui va être plus rapide et aussi moins gourmand en énergie par rapport aux transactions qu'ils peuvent apporter. Mais c'est aussi des nouveaux cas d'usage. Quand je disais tout à l'heure, tout le monde veut son HPC, effectivement, on le voit dans tous les domaines d'entreprise et en particulier dans les startups en lien avec l'intelligence artificielle, parlons de la recherche médicale typiquement, hein, où il y a énormément un marché de startups qui est de plus en plus important, mais aussi on parlait de la 5G et de tous les nouveaux use cases liés à la 5G. Qui sont par exemple le véhicule autonome. Donc le véhicule autonome, il y a 2 ans, il n'y avait pas de système qui permettait d'exploiter, ou de faire tourner un véhicule autonome. À l'heure actuelle, je dirais, ça n'est plus dans les cartons, c'est en test et en test grandeur réelle. Voilà. Et un véhicule autonome, grosso modo, pour vous donner une idée, ça va générer plus de 4 gigas, 4 gigas, 4 gigas et demi de données par heure et par véhicule qui devra passer sur le réseau, être traité, etc. On a une petite montée en charge prévisible voilà, sur ce sujet. Exactement. Une question pour Christophe. Je vais la lire et puis je vais la traduire dans ce que j'en comprends. Bonjour, avez-vous une offre minimum liée à l'utilisation des infrastructures au data center, cordialement? Est-ce que ça veut dire en clair, ce que je crois comprendre, est-ce que pour poser DB chez TZ Data Center, je dois être obligatoirement un client HPE? Non, nous avons aujourd'hui un partenariat et c'est le sujet et la thématique de ce webinaire, mais nous sommes un hébergeur indépendant et nous avons en dehors d'HPE d'autres clients
qu'ils soient publics, privés, et donc nous sommes à même de répondre à des besoins directs d'hébergement. Très bien. Et peut-être pour compléter, excuse-moi, c'est que en Oui. fait, les offres GreenLake s'adressent aussi à multi-constructeurs. C'est-à-dire qu'on peut intégrer dans une offre GreenLake un client qui aura des serveurs HPE, mais aussi d'autres types de serveurs, d'autres types de stockage ou d'équipements réseau. Une question peut-être piège, peut-être pas, pour Christophe aussi. Je la lis. Le projet débute par la livraison d'un data center. Comment peut-on affirmer être disponible à 100% alors que la perte du site dans son ensemble impliquerait des arrêts de service? Alors, on nous cite inondation, incendie, crash aérien. Je crois deviner que sur le dernier, on aurait vraiment de la difficulté, mais que les autres sujets sont pas pertinents, inondation et incendie. Je te laisse la parole, Christophe, peut-être. Merci Philippe. Nous avons fait, bien évidemment, avant de choisir la localisation, nous sommes une étude et une analyse complète des risques. Et même si nous sommes dans la vallée de Seine, et je vous invite à regarder aujourd'hui, la Seine a débordé, nous sommes 6 mètres au-dessus de la partie de la Seine actuelle. Donc avant qu'il y ait une inondation de ce type-là, on est assez tranquille. Nous ne sommes pas, alors le crash aérien, tu viens de parler, nous ne sommes pas dans un couloir aérien. Pour autant, il est clair que nous sommes toujours potentiellement, il y a un risque de terrorisme ou autre. Et dans ce cadre-là, nous n'aurions pas de disponibilité à 100%. Pour autant, et ce n'est pas la thématique du jour, nous avons un deuxième site dans les Yvelines que nous allons mettre à disposition très très rapidement. Et juste pour en revenir sur le sujet actuel, ce premier bâtiment est un bâtiment qui débute, mais à terme, nous aurons un campus avec 6 bâtiments sur 3 hectares de terrain. Donc en fait, oui, dual site, plus les précautions d'usage en termes de choix de l'implantation et du lieu exact d'implantation. Mais bien sûr, dual site, c'est en cas de crash aérien. Ok, merci. Autre question technique sur le data center, je lis à nouveau. À quel taux de charge du data center estimez-vous atteindre ce PUE de 1.2? PUE cible, PUE réel. Après, je pourrais aussi laisser répondre Pascal, puisque dans le cadre de la conception et de la construction de notre data center, nous avons fait appel à HPE pour être notre maître d'œuvre. Aujourd'hui, l'analyse et les simulations qui ont été faites permettent de montrer que ce PUE sera atteint aux alentours du 2/3 du remplissage du data center et qu'ensuite ce sera extrêmement lisse jusqu'à 100%. Pascal, si tu souhaites apporter quelques éléments techniques. Effectivement, néanmoins, il faut voir que dans la linéarité de la courbe de PUE, même un taux de charge très faible, de l'ordre de 20 à 30% de chaque salle informatique, le PUE est déjà très bon et inférieur à 1,4, ce qui est déjà largement meilleur que, je dirais, quasiment la plupart des data centers d'hébergement, même à 100% de charge en région parisienne. De part, effectivement, comme le disait Christophe, c'est nous, dans les services data center technology services, qui avons conçu le data center. C'est un data center qui est conçu de manière extrêmement modulaire et où donc la montée en charge, je dirais, des capacités de l'IT est accompagnée par une montée en charge également progressive et modulaire de tout ce qui est module électrique et module de climatisation. Si on parle des CTA, eh bien on vient rajouter les CTA au fur et à mesure. Donc on n'a pas de perte en ligne, je dirais, liée au fait que le data center, typiquement, aurait été équipé à X mégawatts, alors en termes de facilities, alors que l'IT n'en a pas besoin. D'accord. OK. Il y avait une dernière question, mais je ne suis pas sûr de bien la comprendre pour être transparent. Est-ce que le modèle 1, entre parenthèses, on-premise, plus GreenLake, fait partie de votre catalogue? Est-ce que tu comprends cette question, toi, Pascal, peut-être? Oui. Sinon, on demandera à notre interlocuteur de te contacter en direct, tout simplement. Oui, bon, alors il pourra, bien évidemment, hein, pour une discussion plus approfondie. Néanmoins, effectivement, ce qu'on appelle le modèle on-premise, le modèle on-prem, est en fait un modèle privé, à la différence d'un modèle off-prem.
Alors si on fait de la rhétorique pure, dans un modèle on-prem, on peut retrouver un modèle on-prem externalisé chez un hébergeur. Donc nous, notre offre GreenLake inclut bien sûr, donc ce que je disais tout à l'heure, cette offre GreenLake Colo, qui est un modèle on-prem externalisé. Ensuite, on a le modèle GreenLake pur, qui est le modèle pur on-prem, c'est-à-dire dans le data center du client lui-même. Mais ça n'était pas l'objet, effectivement, de la table ronde d'aujourd'hui. Mais effectivement, on le fait. J'aime bien avoir des interlocuteurs intelligents parce que tu leur poses une question sans la comprendre et ils arrivent à y répondre. C'est toujours précieux, c'est vraiment un grand soutien. Ce qui prouve qu'on arrive vraiment à la fin, j'en viens à dire des bêtises. Plus sérieusement, on a débordé d'un quart d'heure et je vous demande de nous en excuser, mais je crois qu'on avait une vraie densité de contenu. Je vais mettre un terme à ces entretiens et je vais vous remercier. On a été à un moment un peu plus de 50 sur ce call, c'est quand même assez précieux et assez rare. Je vous invite évidemment à faire état de vos questions, de vos interrogations et à poursuivre la conversation. Il est très facile de trouver les coordonnées des personnes qui vous ont invité, de Christophe et de Pascal. Et je tiens à vous remercier tous les deux, à la fois de la densité de ces échanges et puis je pense de leur clarté. En tout cas, on s'y est employé au mieux. Voilà. Mesdames, messieurs, très bonne journée à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire et je l'espère à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Excellente journée. Merci Au revoir. Christophe. Bonne journée à vous. Merci Pascal. Merci à tous. Philippe. Merci. Au revoir. Au revoir.